Bon, on va plonger dans nos souvenirs. Enfin, je parle peut-être plus de mes souvenirs, ça dépend quel âge vous avez, vous qui nous écoutez ou qui vous nous regardez sur les réseaux sociaux. Il était une fois le jeu vidéo, c'est Jean Z qui signe ça, avec la complicité d'une dessinatrice, parce que c'est une bande dessinée ou un livre illustré, je sais pas trop, on est un peu entre les deux en fait. Oui. Un roman graphique. Un roman graphique, c'est une histoire de jeux vidéo des années 50 jusqu'à aujourd'hui, donc on va dire un petit siècle. Les années 50 ça va vite, hein, c'est plus des penseurs. Oui. Mais voilà, effectivement, de Pong, en gros, à aujourd'hui, on a 50 ans d'histoire, mais raconté en bande dessinée, avec le ton de la bande dessinée, c'est-à-dire avec de l'aventure et de l'humour un peu quand même. Voilà, avec les dessins d'Émilie Rouge et avec le ton d'une bande dessinée très humoristique aussi, qui pour moi, qui suis un grand fan de science-fiction, l'idée de voir des gens jouer avec un espèce de fusil qui permet de voyager dans le temps, d'ouvrir des vortex, évidemment ça me parle. Et c'est peut-être assez indissociable du jeu vidéo aussi. C'est un truc, à la base, c'est quand même un peu un truc de geek, quoi. C'est complètement un truc de geek à la base, qui est devenu extrêmement populaire aujourd'hui, extrêmement. C'est la première industrie du monde du divertissement. Du divertissement, devant le cinéma, devant la musique. Et effectivement, l'idée c'était aussi de respecter la bande dessinée. Et la bande dessinée, moi, que j'aime beaucoup, celle de Tintin, celle au moment où quand ça commence à partir en course-poursuite, on y va, on n'hésite pas. Et on le fait aussi avec humour. Et donc l'idée c'était, oui, c'est un livre d'histoire quand même, c'est une bande dessinée d'histoire, mais on a le droit de se marrer. On est dans les jeux vidéo. Effectivement, et vous avez raison, on est complètement dans les jeux vidéo grâce à ce fusil complètement détraqué, mais assez génial, et ça nous permet comme ça un peu comme dans Tron, quoi. Exactement, il y a du Tron, d'ailleurs il y a des références à Tron, et donc ça nous permet d'aller de Pong à Baldur's Gate 3, qui est un grand jeu belge émérite, signé par l'Ariane Studio, et voilà, et de nous balader dans les jeux, et de pouvoir faire comprendre, je pense, aux gens, aux plus anciens, que je suis, mais aussi aux plus jeunes, parce que je vois le livre sorti il y a quelques mois, et ce sont les jeunes, les 11, 12, 13, 14, qui s'en emparent pour essayer de comprendre leur médium. Mais il y a le rétro gaming qui est très à la mode en ce moment, où on revend des manettes de jeux avec des vieux jeux dessus, et très très cher en plus. Pas toujours de manière très légale, paraît-il, donc même si c'est vendu sur des plateformes qui, elles, le sont, mais c'est devenu de nouveau très à la mode. Ressortir son Pac-Man, oui, ça fonctionne, quoi. Je crois qu'il y a des jeux éternels, hein. Pac-Man, Donkey Kong, Pong. Refaites une partie de Pong si vous le pouvez, vous allez voir. On a beau se marrer, des graphismes sommaires et du son assez désagréable. Il faut rappeler à celles et ceux qui nous écoutent, qui l'ont pas connu ce que c'était. C'était un écran noir de télé avec des lignes blanches tout autour. 2 traits blancs qui symbolisaient des raquettes, on va dire, et il fallait arrêter une petite balle blanche qui rebondissait sur les lignes. C'est tout. Et ça faisait poup, comme une caisse enregistreuse au supermarché, quoi. Exactement. Et le but du jeu, c'était de pas laisser passer la balle, c'est tout. Voilà. Et avec un score. Donc voilà. Mais ça déjà, c'était une révolution. Mais si on y joue maintenant, vous allez y prendre beaucoup de plaisir. C'est pas facile, les duels à deux, vraiment. Il y a des causes d'engueulade très sévères qui peuvent s'amener pour les mauvais joueurs. Je peux vous le dire. Hein. Alors, il y a une vraie base historique dans le livre, évidemment. C'est en BD, mais il y a une vraie base historique. Et ça commence dans un endroit qui est mythique pour tous les gens qui aiment la technologie, c'est le MIT dans le Massachusetts. Exactement, c'est là où un jeu que Space War, Space War a été créé. Space War, c'est pour beaucoup, on n'arrive pas à savoir très bien qui est le premier des jeux, le jeu des jeux, le premier des premiers, mais Space War, quand même, au début des années 60, ça représente un jeu de geek. Au MIT, c'est tous des tronches, ceux qui ont créé ce jeu. Et donc, du coup, ils ont voulu faire parler la révolution informatique. On savait pas ce que c'était l'informatique, hein. Personne n'avait de smartphone dans les poches, et les ordinateurs, ça faisait la taille de cette pièce, en gros, pour rien faire. Les ordinateurs étaient moins puissants que des calculettes et prenaient une place phénoménale. Exactement. Donc, Et on leur disait, on vous a acheté au MIT cette espèce d'énorme engin, il est super, qu'est-ce qu'on peut en faire? Faites-en quelque chose. Voilà, faites-en quelque chose, c'est tout. Et eux, ils se sont dit, on va faire Space War, c'est-à-dire 2 vaisseaux spatiaux, parce qu'on a lu beaucoup de romans de science-fiction, et ils vont se battre dans les étoiles, et on va essayer de désigner un vainqueur. C'est tout. Le jeu est vraiment très très bien fichu, très bien fait, et il a cartonné, il va se disséminer comme ça dans les campus américains et mondiaux, en France également, parce qu'en France aussi, il y a une révolution informatique, en Belgique également, et donc du coup, les premiers concepteurs de jeux vidéo vont s'imprégner de ce que c'est le jeu. Mais alors ça, c'est sur des très très grosses machines, avant qu'on en arrive aux jeux vidéo chez monsieur et madame tout le monde, qui est Pong, le premier, va s'écouler encore un certain temps, parce qu'il va falloir arriver à simplifier et à faire tourner ça sur des circuits très simples. Oui, alors il y a la révolution du PC, de l'ordinateur personnel, mais qui viendra plus tard. Ça vient plus tard, ça vient 10 ans plus tard. Exactement.
mais vous avez raison. En fait, les premiers qui ont vu cette espèce de potentiel de ce que pourrait être un jeu vidéo qui n'était que, on va dire, des petites applications dans des bureaux universitaires, et ils se sont dit, on va faire jouer les écrans. Et effectivement, la révolution des écrans, c'est-à-dire là, tous les écrans de télé sont rentrés dans les foyers, et ben ça a permis de disséminer, finalement, d'étendre mondialement très très vite et très très rapidement ce jeu vidéo à partir de Pong. Il y a eu les salles d'arcade également, on le raconte dans la bande dessinée. Voilà, salle d'arcade, console de salon, PC. Voilà, c'est un peu la sainte trinité du jeu vidéo. Ouais, alors si y a des marques qui ont aujourd'hui disparu, il y a une marque quand même qui reste emblématique dans ce domaine-là, c'est Atari. Atari a résisté. Atari, c'est Pong. Hein. Atari, c'est la console de jeu avec les cartouches dans les années 80 et 90 qui ont fait des consoles, qui ont fait surtout des sublimes bornes d'arcade, hein, parce que Pong, à la base, c'est une borne d'arcade. Et surtout, c'est la première grosse société, d'ailleurs, qui a eu un carton, c'est Pong, et qui s'est dit, c'est pas la première, mais qui s'est dit quand même que le jeu vidéo, ça pouvait être un marché. D'autres se sont dit, ça peut être un jeu, ça peut être ludique, ça peut être marrant, les gens peuvent le prendre et peuvent jouer, mais chez Atari, on s'est dit, ça peut faire de l'argent, et ils ont fait beaucoup d'argent. Ils ont fait beaucoup d'argent avec leur console de jeu, avec les cartouches qu'ils vendaient, qui contenaient les jeux, après avec leurs ordinateurs aussi. Et puis voilà, ça, en tout cas, la production d'appareils, on va dire, s'est arrêtée, même s'ils ont continué à produire des jeux. Oui, alors ils ont été à l'origine en fait de ce qu'on appelle un crack, le crack du jeu vidéo, mais c'est un crash américain. Hein. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a sorti au début des années 80 une adaptation du film d'E.T., excellent film d'E.T. de Steven Spielberg, sauf que le jeu était catastrophique. Il y avait beaucoup de jeux catastrophiques. On dit que c'est le jeu le plus nul du monde, mais il y avait beaucoup de jeux. On produisait beaucoup trop vite, et ce jeu était pas très bien. Il a fini dans le désert. Hein. Les copies d'ailleurs invendues ont fini dans un désert qu'on a retrouvé des décennies plus tard. Mais le fait est qu'il était tellement mauvais qu'aux États-Unis on a dit non mais le jeu vidéo ça marche pas, c'est fini. C'était une mode, et puis c'est passé. Sauf qu'au Japon quelque part, il va y avoir un certain Mario qui va arriver, et une certaine marque qui s'appelle Nintendo, qui existait déjà depuis longtemps, hein, depuis la fin du 19e, fabricant de cartes, et qui va faire en tout cas renaître mondialement cet intérêt pour le jeu. Il y a Sega aussi pour les gens de notre génération, Sonic, qui est mythique, jusqu'à arriver aujourd'hui sur des jeux vidéo, puisque vous retracez toute l'histoire, on saute des épisodes, sur des jeux vidéo qui sont, enfin c'est du cinéma quoi. Alors aujourd'hui on a, en fait le jeu vidéo c'est très très divers. Voilà, il y a le cinéma, on va sortir les The Last of Us 2 qui est 1 et 2 qui est d'ailleurs deux jeux qui sont devenus et qui deviennent des séries chez HBO me semble-t-il. Mais alors ça c'est pour le côté photoréaliste, effectivement, on allume ça, c'est hallucinant ce qu'on fait hallucinant. Mais vous avez cité ce jeu belge Baldur's Gate 3, on arrive, là on est dans du jeu de rôle, alors plus papier mais jeu vidéo, mais tellement sophistiqué, bien écrit, bien pensé que c'est proprement incroyable, mais on n'est pas dans le photoréalisme, il y a un vrai grain, il y a un style, il y a quelque chose. On a des petits jeux indés proprement formidables qui reprennent d'ailleurs l'esthétique des années 80-90. Je pense à Céleste, je pense à d'autres jeux. Voilà. Et le jeu est extrêmement divers, varié. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque part, oui, c'est une industrie du divertissement, mais aussi pour les plus jeunes, un moyen de s'exprimer. Et on s'exprime aussi comme on peut le faire avec les séries télé, comme on peut le faire à la radio, comme on peut le faire au cinéma. On s'exprime aussi et désormais par le jeu vidéo. Jean Z, quand vous avez voulu écrire ce livre, il était une fois le jeu vidéo, vous êtes remis à jouer à des anciens jeux pour baliser les étapes du livre qui est divisé en chapitres et en différentes époques. Hein. Oui, tout à fait. Alors c'est marrant parce que effectivement les premiers jeux, en tout cas les premiers jeux commercialisés, effectivement les Pong, les Donkey Kong, les Pac-Man, sont, j'allais dire, faciles à jouer. On perd très vite. Hein. C'est des jeux qui sont quand même qui sont très exigeants. Ça va de plus en plus vite quand on monte de niveau et il y a de plus en plus d'opposants et à un moment donné, voilà. Mais on s'est bien marré. Et paradoxalement, à partir des années 2000, quand on a essayé de faire du cinéma, au début, c'était pas génial dans le jeu vidéo. Hein. On n'avait pas les moyens technologiques, on n'avait pas les moyens tout court d'ailleurs. Un peu, et quand on refait ces jeux, par exemple, quand on fait le premier Tomb Raider avec Lara Croft, moi j'adore Lara Croft, et ben c'est plus trop ça quoi. Voilà, voilà. Dans notre tête, on pensait que c'était du cinéma. Voilà, maintenant ça a un peu vieilli. En fait, si on veut, il y a les jeux très anciens avec une esthétique très ancienne qui sont devenus assez vintage et qui ont encore toutes leurs fans. Il y a les jeux d'aujourd'hui qui sont juste mais ceux entre les deux en fait, c'est plus assez vintage et c'est pas assez moderne quoi. Oui, et puis on s'est habitué à des contrôles, à des manettes, à une facilité, il y a une certaine ergonomie, c'est beaucoup plus doux, moins rugueux.
Et finalement, bon, ces jeux du milieu des années 2000, je pense qu'on les reverra en remaster, ce sera remasterisé, refait, comme au cinéma, on fera des remakes. Un reboot, voilà, exactement, il n'y a aucun souci. Mais effectivement, les premiers jeux, non seulement gardent une vertu nostalgique, mais on voit que dans leur plaisir de jeu, ils sont toujours là et toujours intacts. L'avantage, c'est que c'est des jeux qu'on comprend assez vite. Oui, c'est ça. On perd assez vite, mais on les a compris assez vite. Voilà, moi ça me va encore assez bien. Un bon Pac-Man, c'est quand même quelque chose d'irremplaçable. Et je me souviens, Google, il y a quelques années, avait mis un Pac-Man sur sa page d'accueil. On pouvait jouer à Pac-Man avant de faire sa recherche. C'est des choses qu'on peut facilement faire avec ces jeux-là parce qu'ils demandaient peu de ressources, qui seraient plus compliqués de faire avec des jeux plus actuels, évidemment. Oui, plus actuels, même si, encore une fois, il y a tout un pan de vieux jeux, et voilà, alors de manière plus sophistiquée. Les Space Invaders, ça reste aussi un on reprend classique. ces mécaniques où on met parfois, vous avez un Space Invaders, vous êtes en train de jouer à un jeu ultra cinématographique, à une adaptation de Star Wars absolument magnifique, les musiques incroyables, le sound design, etc. Et puis au milieu, vous avez une borne d'arcade et vous pouvez jouer à un vieux Space Invaders parce qu'on vous y invite. Alors, bien sûr, il y a le clin d'œil, il y a l'hommage, mais le fait de dire que ces jeux sont toujours là, quand même, l'héritage compte dans l'histoire des jeux. Pac-Man est peut-être quand même celui qui aura le plus résisté au temps, je pense. Au temps, mais oui, alors c'est vrai qu'au Pong, on le retrouvera moins. Donkey Kong est pas mal, mais il a moins résisté. Pac-Man, c'est pas mal. Pac-Man, ça reste quand même encore... Après, ça reste les Super Mario, très vite, on voit que Super Mario résiste très bien. Vous faites une partie de Super Mario, même sur Game Boy, Super Mario Land, ça tient encore vraiment la route, même pour les plus jeunes, je pense. Voilà, moi, je le fais tester à mon fils. Un grand jeu aussi, c'est difficile, mais il aime ça. Un grand jeu aussi, c'est Tetris. Tetris, c'est absolument incroyable. C'est une révolution, Tetris. Tetris arrive. Alors, le jeu existait avant. C'est un jeu russe, signé Alexei Pajitnov. Il y a un film d'ailleurs qui raconte son histoire sur Apple TV. Voilà, exactement. Vous pouvez trouver sur Apple TV. L'histoire est assez folle. Et il va créer ce jeu. Et à l'époque, sous l'ère communiste, faire de l'argent, c'était pas trop. Voilà, il fallait absolument demander au Politburo. Donc, il a vraiment eu peur. Et donc, il s'est dit comment le jeu va pouvoir aller vers l'extérieur et comment je vais me faire de l'argent. Mais il se fera pas un copec pendant 10 ans, je crois, au moins. Et du coup, on le raconte évidemment dans la bande dessinée. Et le jeu va surtout se marier à une console, la première vraie console portable qui s'appelle la Game Boy de Nintendo. Et pourquoi c'était la première? Il y en avait d'autres avant, il y en avait d'autres en couleur qui étaient sublimes avec des jeux incroyables. Sauf que c'était facile et c'était pas cher. Les piles tenaient pas, alors que les piles de la Game Boy elles tenaient longtemps. C'est la première console où on a pu voyager avec et on a pu montrer Tetris aux copains et aux copines. Et quand je dis que c'est une console populaire, je crois que c'est vraiment la première où les mères ont piqué une console de jeu à leur enfant et ils l'ont pas beaucoup vu. Elles ont vu la fusée à la fin du jeu de la Tetris. Il y a une fusée, ça marque la fin du jeu. Elles ont beaucoup vu la fusée. Les enfants, je crois, un peu moins. J'ai jamais vu, mon personnellement. Voilà. Mais demandez aux mamans, vous allez voir. Pour les gamers et ceux qui n'y connaissent rien, c'est le sous-titre de ce livre. Donc, il était une fois le jeu vidéo. C'est de Jean Z et les illustrations superbes aussi d'Émilie Rouge. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous.